Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actualités très variées cette semaine-ci, avec notamment le fait que Google pourrait être forcé à revendre Chrome, ce qui est assez massif comme news, pendant que mon téléphone sonne. Enfin bref, nous avons aussi les Snapdragon 8 Elite qui commencent à se montrer dans les premiers smartphones. Nous avons aussi des news niveau carte graphique, mais plus au niveau d'Intel cette fois-ci. Et plein d'autres actualités en tout genre, vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. C'est bientôt Black Friday et Ugreen qui sponsorise ce début de vidéo a évidemment plein d'offres qui vont venir. Voici rapidement deux produits que vous pouvez trouver chez Ugreen qui vous donnent un exemple de la qualité de leurs produits. Premièrement, on a évidemment leurs très nombreux chargeurs. Ici, c'est un chargeur Nexode de 100 watts avec 4 ports USB type C, 1 port USB type A. Il vous permettra de charger basiquement tous les appareils mobiles que vous avez avec vous, soit une tablette, votre MacBook ou même un téléphone. Et bien évidemment, il supporte la charge jusqu'à 100 watts si vous avez un appareil compatible. Ils ont aussi également des batteries dans la gamme Nexode. Ici, on a une batterie qui fait 20 000 mAh et qui peut charger jusqu'à 130 watts, y compris un appareil jusqu'à 100 watts. Elle a donc deux USB type C, un USB type A et surtout, très intéressant, un écran qui vous permet de voir toutes les informations sur le taux de charge, combien de watts prend un appareil pour être chargé, combien de temps il reste sur la batterie aussi, combien de temps il faudra pour la recharger entièrement. C'est extrêmement pratique, surtout pour quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui se déplace souvent et qui veut être sûr d'avoir assez de batterie sur ses appareils mobiles. Et comme je dis, cette batterie, tout comme le chargeur, peuvent charger jusqu'à 100 watts. Donc si vous avez un ordinateur portable ou même une ROG Ally, un Steam Deck qui supporte la charge en USB type C, vous pourrez le charger à pleine puissance. Mais ça, c'est que deux produits de la gamme Ugreen. Ils en ont évidemment beaucoup plus que ça. Je vous invite donc à suivre le lien dans la description afin de découvrir les différentes gammes, les différents produits et surtout les différentes offres pour le Black Friday. Encore merci à Ugreen. La première news de la semaine, c'est évidemment le fait que ce vendredi 29 novembre, c'est le Black Friday. Bon, après, en réalité, beaucoup de personnes ont déjà mis des offres début novembre, donc au final ça n'a plus aucun sens le Black Friday. Et puis même si vous manquez Black Friday, il y aura le Cyber Monday, puis la Cyber Week. Donc au final, c'est le mois des promotions, c'est toutes les promotions avant les fêtes, ce qui peut être un bon moment pour acheter des pièces, notamment de PC et tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder, hein, si vous cherchiez peut-être à mettre à jour votre PC. Ça peut être un bon moment. Il y a certaines choses qui sont souvent pas vraiment en promotion, mais il y a beaucoup de pièces comme les SSD notamment, peut-être certains processeurs, les cartes mères. Là, vous pouvez avoir des grosses promotions, ça peut être très intéressant. Alors ici, je ne vais pas vous donner des liens vers des offres que j'ai vues ou autre chose. C'est pas spécialement ma spécialité, je n'ai pas pris le temps de regarder. Je dirais juste une chose, c'est toujours faire attention avec Black Friday, c'est que des fois, vous allez avoir des fausses offres, hein, vous avez des prix barrés en mode oui, moins 50%, mais en fait, non. N'hésitez pas à regarder les prix sur les différents sites. Et aussi, posez-vous la question, tout simplement, c'est est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit qui est à moins 50% et qu'on me dit d'acheter maintenant tout de suite? Parce que bien souvent, le cas, la réponse est non. Parce que, voilà, c'est une technique de vente d'ailleurs d'être en mode oh, il reste plus que 5 heures avant la fin de cette offre. Les gens, des fois, quand ils sont pressés comme ça leur donne plus envie d'acheter éventuellement. Donc, posez-vous juste la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit à moins 50%? Voilà. Mais ça peut être réellement un bon moment pour avoir des bonnes offres sur peut-être des TV, tout ça. Donc, ma foi, n'hésitez pas. J'aimerais bien, dans le futur, avoir peut-être une catégorie de deals dans les Tech Sama Show. Juste chaque semaine, avoir quelques deals qui sont intéressants de la semaine. Trouvez-vous ça intéressant? Trouvez-vous ça aussi on va dire, pertinent par rapport au Tech Sama Show? Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais ça pourrait être une bonne manière de partager des deals, et aussi, ça pourrait être une bonne manière de soutenir la chaîne. Parce que les liens affiliés, c'est pas une source de revenus à ignorer. Réellement, il y a des chaînes YouTube qui vivent de liens affiliés. Genre, ils n'ont même plus besoin de sponsors, ils n'ont même plus besoin même des revenus YouTube. Juste les liens affiliés, ça suffit. Moi, personnellement, je ne veux pas en finir là parce que c'est un peu trop. À la fin, j'ai juste l'impression d'être un vendeur, genre le vendeur TV à la TV qui est en mode oui, achetez ça pour un offert. Enfin, pour le prix de un, vous en avez un offert et tout ça. C'est pas mon truc. Donc voilà, j'aimerais bien mettre des deals, mais je vais pas non plus finir en vendeur télémarket ou autre chose. Donc tenez-en compte. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et si vous avez des bons deals pour le Black Friday, éventuellement, vous pouvez aussi en parler un petit peu dans les commentaires, tout en évitant de mettre des liens, parce qu'il me semble que c'est bloqué par défaut par YouTube. Mais voilà, vous pouvez un petit peu en parler si vous avez peut-être trouvé des bonnes offres.
qu'est-ce que vous avez acheté? Quelle bonne offre avez-vous fait? Ensuite, on a une news qui concerne Android. Et pour ceux qui veulent justement passer à un nouveau téléphone Android depuis un ancien téléphone Android, vous devez le savoir, l'expérience n'est pas la plus simple. C'est pas aussi simple que sur iOS où littéralement, franchement, iOS, vous sortez votre nouveau téléphone de la boîte, il vous dit «Ah, t'avais déjà un ancien téléphone» et puis vous switchez en un rien de temps. Et il y a même certaines applications qui sont déjà connectées et tout. Sur Android, les seuls trucs où vous pourrez transférer le compte sans devoir vous reconnecter, c'est bien souvent Google ou les comptes, on va dire, principaux qui permettent de vraiment utiliser le smartphone. Par exemple, chez Samsung, ce serait un compte Samsung. Mais à côté de ça, tout ce qui est Instagram, Facebook ou je sais pas moi, WhatsApp, bon, j'ai tout cité des trucs qui sont Facebook, le compte même d'un jeu vidéo, eh bien ça, il faudra reconnecter manuellement et ça peut prendre du temps. Quand vous avez beaucoup d'applications avec chacune leur compte, vu que tout le monde vous force à avoir un compte maintenant, ben, ça va prendre énormément de temps et c'est pas forcément le truc le plus plaisant. Eh bien, dans une prochaine version d'Android, on devra avoir un système qui permet de simplifier ça. En gros, les développeurs ils auront l'option dans le futur de rajouter la possibilité de créer une clé qui est temporaire. Cette clé vous permettra de tout simplement connecter un nouvel appareil que vous venez de recevoir. Cette clé pourra être utilisée à travers le cloud, mais aussi en direct quand le téléphone est juste l'un à côté de l'autre. Donc ça, c'est selon moi le préférable. Comme ça, il n'y a pas de cloud impliqué et c'est plus sécurisé. Et du coup, quand vous aurez ce nouveau téléphone dans le futur, en toute logique, s'ils mettent ça en place, ben oui, dès qu'il détectera, oh, tu as Instagram, Instagram supporte ça, ta clé a automatiquement été créée, et hop, voilà, tu lances Instagram sur le nouveau téléphone et tu es connecté automatiquement avec cette clé qui a du coup à usage unique et qui permet de juste transférer le compte. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est quelque chose, je suppose que ça doit être similaire à ce que fait Apple avec les iPhones, vu que eux aussi ils permettent déjà de transférer les comptes facilement. Donc je suppose que c'est en partie ce qu'ils font. Mais une chose est sûre, ça ne fait pas de mal. Ça permet de simplifier le processus. Parce que je peux vous dire que moi j'ai pas de problème à le faire. Mais monsieur tout le monde, et je le vois surtout avec mes parents, mes frères et sœurs mais comme je suis l'informaticien de la maison attitré, je ne l'ai pas voulu, hein, mais je suis l'informaticien attitré, j'ai l'impression que quand vous êtes doué en informatique, toutes les personnes autour de vous régressent en informatique parce qu'ils dépendent de vous tout le temps. Et du coup, passer à un nouveau smartphone, pour eux, c'est un processus compliqué, mais genre vraiment compliqué. Et dans ma famille, il y en a beaucoup qui ont des téléphones Android parce que c'est moins cher et ça suffit amplement. Du coup, passer à un nouveau téléphone, des fois, je dois les assister, quoi. Donc, avec ce genre de fonctionnalité, ben, ça permettrait d'être beaucoup plus simple. Et puis, je peux vous dire aussi que des fois, ils sont en mode « Ah, c'est déjà quoi le mot de passe de mon compte ?» C'est juste horrible. Donc, si on pouvait juste transférer plus facilement, moi, ça me simplifierait la vie en tant qu'informaticien non payé et non rémunéré. Ensuite, toujours en parlant de Google, il pourrait être forcé à vendre Google Chrome. Pour ceux qui ne savent pas, Google évidemment fait Chrome, mais aussi ils font le projet Chromium, sur lequel est basé Chrome. C'est un projet qui est en réalité open source, mais qui appartient à Google. Donc, si Google décide que Chromium doit avoir, je sais pas moi, une nouvelle API pour faire des extensions sur Chrome qui bride un petit peu les bloqueurs de pub, eh bien Chromium l'aura. Le truc, c'est que beaucoup de sociétés utilisent Chromium. Si vous avez Discord, ça utilise techniquement Chromium. Bon, évidemment, c'est largement modifié, mais ça utilise quand même Chromium. Si vous avez Microsoft Edge, ça utilise Chromium. Vous avez Brave, ça utilise Chromium. Énormément de navigateurs, Opera aussi utilise Chromium. Énormément de navigateurs utilisent Chromium. Alors certains vont remodifier par-dessus et faire à leur sauce, même la plupart au final, mais bien souvent ça veut dire que si Google décide de quelque chose, si Google est en mode maintenant le web va fonctionner comme ça, et du coup on va changer le moteur de rendu, la façon dont fonctionne Chromium pour supporter ça, et bien souvent toutes les autres entreprises vont en mettre ok, bon ben on te suit, hein. Y a certaines choses évidemment qui iront toujours à l'encontre de Google, comme par exemple encore une fois, le fait que les extensions vont être bridées avec Manifest V3, même si au final, ils ont trouvé une manière de le faire. Enfin bref. Brave, par exemple, eux, non, la philosophie de Brave, c'est que vous avez un bloqueur de pub intégré. Donc, forcément, ils vont aller à l'encontre de ça. Mais tout ce qui est un petit peu des choix plus philosophiques, ils vont suivre Google. Ils vont pas s'amuser à recoder entièrement Chromium juste pour dire non Google, quoi.
Et ça veut dire que du coup, Google a un énorme contrôle sur le web. Et ça, on ne se rend pas compte. Ils peuvent vraiment influencer des choix de technologie et tout ça, parce que plus de 70% des navigateurs, 70 si vous préférez, sont basés sur Chromium. Donc Google a un monopole sur les navigateurs. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour n'importe quelle entreprise d'avoir un tel monopole. On l'a déjà vu par le passé avec Microsoft et du coup Internet Explorer. Bon, ça date, mais ils avaient un monopole à une époque. Donc il y a une décision qui a été prise. Toutefois, évidemment, Google a fait appel. Donc on aura la réponse vers avril, normalement, 2025. Et si réellement Google est obligé de vendre Chrome, eh bien, ils vont devoir le mettre en vente. Et là, déjà, qui va l'acheter? Parce que vous devez bien vous en douter, Chrome vaut énormément d'argent. Même si techniquement, vous ne pouvez pas vraiment faire d'argent avec, il vaut énormément d'argent. Il y en a qui estiment Chrome à des dizaines de milliards de dollars. Donc, qui aurait assez d'argent pour acheter Chrome? Une société qui aurait trop d'argent et qui du coup pourrait influencer le web. Donc, pour moi, je ne suis pas convaincu non plus, parce que je me dis, ok, ils vendent Chrome, mais qui l'achète? Microsoft, et puis on en revient au même au final. On en revient à une énorme société, contrôle 70% du web. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne solution comme ça. Le plus marrant, ce serait que quelqu'un prête l'argent à Firefox pour qu'il rachète Chrome. Et là, ce serait incroyable. Ah là, franchement, là, ce serait incroyable. S'il y a un milliardaire qui s'embête, parce que là, on parle vraiment d'un milliardaire, parce que c'est beaucoup d'argent. Mais s'il y a un milliardaire qui s'embête et qui a envie d'un web plus ouvert, je sais pas, Elon Musk, vu que c'est ce que tu as dit que tu voulais faire avec Twitter, je sais pas, prête l'argent à Firefox. Laisse Firefox littéralement dominer Chrome. Et là, ce serait une bonne chose pour tout le monde, franchement. C'est la fondation Firefox avec Chrome. Mais bon, peu probable que ça arrive. Déjà aussi, on ne sait même pas si ça va arriver, le fait que Google va devoir revendre Chrome. Mais si ça arrive, je ne sais pas si ça sera forcément une bonne chose parce que, encore une fois, qui va racheter? Et vu qu'on parle de Microsoft, ça tombe bien parce qu'il y a une énorme news par rapport à eux et par rapport au fait qu'ils vont remettre Recall en place dans Windows 11 pour les PC qui sont compatibles, en tout cas Copilot+. Ça avait fait énormément parler à l'époque justement de l'arrivée de Copilot+, cette fonctionnalité Recall, qui avait du coup été mise de côté parce que il y avait d'énormes problèmes. Donc en gros, Recall, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fonctionnalité qui permet de regarder ce que vous faites sur votre PC. En réalité, ça prend des screenshots à intervalles réguliers et après l'IA de Windows va indexer ces screenshots, va regarder ce qui se passe dedans pour pouvoir après vous dire des informations par rapport à ce que vous avez vu. Donc si vous aviez vu une vidéo le jour avant avec une moto rouge, par exemple, je ressors le même exemple que la dernière fois, vous pouvez dire hey, Microsoft, je ne sais plus le nom de l'IA de Microsoft, donc je vais juste dire Microsoft. Hey Microsoft, tu peux me dire c'était quoi la moto rouge que j'ai vue hier dans une vidéo YouTube? Et là, il pourra vous le dire, en toute logique, s'il est assez intelligent. Le problème avec cette fonctionnalité qui, au premier abord, pourrait être plutôt pratique, c'est que, ben oui, ça prenait des screenshots à intervalles réguliers de tout ce que vous faites sur votre PC. Vous travaillez avec des informations sensibles, des informations, je sais pas moi, médicales d'une personne, ça prend des screenshots. Pour ceux qui vont sur des sites web un petit peu, voilà, ça prend des screenshots aussi. Et le problème, c'est que tous ces screenshots étaient sauvegardés dans un dossier non chiffré, que tout le monde pouvait accéder. Enfin, toutes les personnes qui avaient accès à ce PC pouvaient juste aller voir les screenshots, ce qui était un énorme problème de sécurité. Donc, Microsoft l'a mis de côté, ils ont dit on va l'améliorer. Et maintenant, c'est de retour. Alors, premier truc, et c'était l'un des problèmes justement avec Recall, c'était activé par défaut. Cette nouvelle version de Recall n'est pas activée par défaut. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, techniquement, ce sera quand même installé. C'est-à-dire que certaines personnes pourraient l'activer sans faire exprès. Ou Microsoft pourrait l'activer sans faire exprès via une mise à jour, ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Donc, toujours pas parfait. Deuxième truc qu'ils ont amélioré, c'est le fait que maintenant, oui, ça semble logique, les screenshots qui sont pris sont dans un dossier chiffré maintenant. Et du coup, Recall ne fonctionnera que si vous avez du coup un compte Microsoft de connecté déjà, que vous avez BitLocker d'activer aussi et que vous utilisez une méthode de verrouillage sur votre PC, que ce soit mot de passe ou Windows Hello. Donc, en toute logique, il y a une sécurité derrière. Mais Recall fonctionnera basiquement de la même manière.
il prendra toujours des screenshots de ce que vous faites sur votre PC. Alors, ils ont quand même fait d'autres améliorations apparemment pour essayer de... Si vous entrez un mot de passe notamment, il floutera ou il enlèvera cette partie de l'image où il y a un mot de passe. Est-ce que l'IA arrivera à bien détecter qu'il y a un mot de passe ou juste va se tromper? Qui sait, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des fonctionnalités qui sont mises en plus. Mais selon moi, franchement, Recall, oui, dans le principe, n'est pas, on va dire, une mauvaise chose. Mais dans l'exécution, c'est horrible en fait. Pour moi, je vois pas le problème, par exemple, avec une fonctionnalité qui regarde ce qu'il y a à l'écran. Moi, je vois pas un problème avec une fonctionnalité où je suis sur un site web comme ça, et puis je suis en mode Microsoft, c'est quoi cette pizza-là que je vois? Et puis il me le dit. Ça, je vois pas le problème parce que c'est moi qui lui donne l'autorisation de regarder ce que je suis en train de faire maintenant. Et je vois ce qu'il y a affiché à la page, donc je sais qu'il n'y a pas d'informations privées. Et là, il n'y a pas de problème. Mais avoir un truc qui prend des screenshots, qui les indexe, et en plus, on ne sait pas ce qu'ils font avec les données, parce que Microsoft collecte énormément de données. Oui, il n'envoie pas vos screenshots quelque part sur un serveur, en toute logique. On ne sait même pas au final. Mais en toute logique, il n'envoie pas les screenshots quelque part sur un serveur, mais rien ne les empêche d'envoyer les données que l'IA a appris sur vous, sur ce que vous faites, sur un serveur Microsoft, et puis après, voir littéralement... Vous avez toutes les personnes qui disent « Oh, c'est bizarre, je parlais avec ma compagne, je parlais avec un pote d'acheter une moto, et puis le lendemain, sur les sites web, j'avais plein de pubs pour des motos. Oui, je redonne encore l'exemple des motos, c'est pas grave. Il y a une théorie du complot comme quoi, oui, vos appareils, des fois, vous écoutent, et si vous parlez de quelque chose, ça affiche une pub. Mais là, littéralement, avec Recall, alors, c'est pas si vous en parlez, mais si vous affichez juste quelque chose, même si vous regardez dans vos photos une photo d'une moto que vous avez vue en vacances, et que vous êtes en mode « Oh, elle est belle cette moto », ben Recall pourrait envoyer ces données à Microsoft, et puis le lendemain, ou même une heure après, vous allez sur un site web, et puis il y a une pub pour une moto à côté. Ce serait tout à fait possible. Donc ça, évidemment, c'est un énorme problème. Moi, je vous le dis, désactivez Recall s'il n'est pas activé, s'il est activé par défaut. Normalement, il ne l'est pas, mais vérifiez. Et surtout, apparemment, vous pourrez même le désinstaller. Moi, je vous le dis, désinstaller cette fonctionnalité, ça ne devrait pas exister. Il y a des choses qui, oui, sont très pratiques, mais ça ne devrait pas exister. Juste, voilà. Ok, c'est pratique, mais on sacrifie trop derrière. On sacrifie trop de notre vie privée derrière. Ça ne vaut pas la peine. En tout cas, moi, je pense. Ensuite, toujours Microsoft avec des décisions très bizarres. Ils vont sortir un appareil qui s'appelle le Windows 365 Link. Le Windows 365 Link est basiquement un mini PC qui coûte 349 $, qui se connecte à un PC dans le cloud. Oui, c'est basiquement un terminal de connexion, mais c'est réellement un mini PC. Ça utilise un processeur de chez Intel, c'est un N100. Vous avez un petit peu de RAM, vous avez un peu de stockage dessus, mais le but de ce mini PC, c'est juste se connecter à un PC dans le cloud. Et en réalité, c'est quelque chose que fait déjà depuis un moment Microsoft, pour ceux qui ne savent pas. Si vous avez Windows Server, vous pouvez moi justement, quand j'étais à l'école supérieure, nos sessions Windows étaient sauvegardées sur un serveur. Et si on se connectait sur n'importe quel PC de l'école, ça téléchargeait notre session avec tous nos documents et tout ça. Donc il y avait déjà des trucs en partie comme ça, on va dire, semi-cloud. Mais il existe aussi des fonctionnalités qui, oui, vous pouviez carrément vous connecter à une machine virtuelle sur un serveur dans le même bâtiment, même dans le cloud. Donc ici, c'est juste Microsoft qui utilise ce qu'ils ont déjà fait au final pour sortir un appareil qui le simplifie, on va dire. Donc ça, ce serait très pratique pour des entreprises ou autres. Maintenant, 349 $, je suis juste en mode... à ce moment-là, est-ce que ça vaudrait juste pas la peine d'acheter un de ces mini-PC avec un processeur N100 de chez Intel qui coûte 150 €? En général, ce genre de PC, ça coûte 150 $, 150 €. Donc, je ne sais pas pourquoi il coûte 349 $ ici. Alors, évidemment, les entreprises, 349 $ par client, c'est au final pas si cher que ça. Mais pour monsieur tout le monde, oui, ça n'a aucun sens. Ça semble logique. Mais ce n'est pas vraiment, selon moi, un produit qui est dirigé à monsieur tout le monde, même si ils le vendront certainement à monsieur tout le monde. Mais c'est quand même très bizarre comme choix. Et pour le prix, franchement, oui, juste prenez un PC normal, quoi. Pour 349 $, vous pouvez avoir des mini-PC
qui ont des processeurs AMD notamment, qui sont plutôt puissants. Le Steam Deck coûte 349 $. Vous pouvez prendre un Steam Deck pour le prix. Le Steam Deck, vous pouvez le connecter aussi à 2 écrans et l'utiliser comme un PC classique. Donc, oui, je ne suis pas convaincu par le prix, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est plus dirigé aux entreprises. Et les entreprises, ce genre de choses, ça pourrait les intéresser. Parce que du coup, ça veut dire que au final, les PC sont dans le cloud, donc c'est plus facile de les gérer. Il y aura certainement la possibilité, je suppose, peut-être de les héberger sur une machine locale avec Windows Server. Et derrière, le mini PC ici qui connecte tout, il est simple à gérer. Il y a très peu de choses à faire et du coup, ça marche, quoi. Et puis aussi, en toute logique, c'est-à-dire que moi, je peux arriver, me connecter, j'ai mon PC. Si une autre personne vient sur le même mini PC et se connecte avec son email, il aura son PC et ses documents. Et ça peut être pratique pour les entreprises ou les écoles ou autre chose. Ensuite, nous avons le ROG Phone 9 et le 9 Pro qui ont été annoncés. Et la grosse nouveauté de ces ROG Phones, c'est le fait que ce sont les premiers, ou en tout cas parmi les premiers téléphones ou smartphones qui utilisent la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Et cette puce est pas mal attendue parce que je vous rappelle qu'elle est basée sur la même architecture qu'on a dans les Snapdragon X Elite. Donc, on a une réelle grosse augmentation des performances CPU, une amélioration de l'efficacité énergétique et même une amélioration des performances GPU, au point même que certaines personnes pensent que Qualcomm pourrait arriver à rattraper ou en tout cas dépasser Apple au niveau des puces mobiles. Je ne parle pas ici de puces dans un ordinateur portable, je parle vraiment dans un smartphone. Au niveau des restes des specs, ces smartphones ont évidemment des specs assez haut de gamme, très orientés gaming aussi. Donc on a un écran pratiquement 6,8 pouces, basiquement 1080p un peu étendu, AMOLED, on parlait de 1 à 120 Hz en LTPO, mais vous pouvez aussi mettre jusqu'à 185 Hz en mode game, en mode jeu, mais là c'est pas un taux de rafraîchissement variable, c'est 185 Hz, donc ça va utiliser plus de batterie. Always on display, vous pouvez descendre jusqu'à 1 Hz, encore une fois en mode LTPO. Un écran assez lumineux et tout ça, vous pouvez même supporter HDR10, donc des assez bonnes specs. Pour moi, Asus a toujours fait des assez bons smartphones, surtout les ROG Phones. Les Zenfone aussi sont très bons, notamment au niveau photo. Et maintenant, ils ont même des Zenfone qui sont plus grands. Alors qu'à l'époque, c'était un petit peu le principe des Zenfone, c'est qu'ils étaient assez petits. Ce qui, moi, voilà, je préfère moins. Maintenant, la question que je me pose, il me semble que c'est le cas, mais est-ce que du coup les ROG Phones profitent des améliorations photo des Zenfone? Je suis plus tout à fait sûr, donc ça, il faudrait vérifier. Mais sur le principe, pas trop mal comme spec. Et vous avez aussi une batterie qui est énorme. Il me semble que c'était 5600 mAh dans ces smartphones, ce qui est assez abusé. Donc ils vont durer longtemps, surtout si vous les mettez en mode non gaming. En mode gaming, ça va être un petit peu différent. Et ils avaient aussi un truc qui était assez pas mal pour ceux qui veulent jouer, c'est le fait que si vous branchez une source USB type C pour charger, vous pouvez outrepasser la batterie. Donc c'est-à-dire que le téléphone tourne sur l'USB type C et ne s'amuse pas à charger, décharger la batterie en permanence. Ce qui peut être vraiment pratique pour quelqu'un qui joue souvent. Après, moi, je vais être très honnête, moi je ne suis pas vraiment un gamer mobile, donc ça ne m'intéresse pas le plus que ça. Mais bon, pour ceux qui en ont besoin, ça pourrait être l'un des smartphones les plus puissants qui existent parce qu'avec cette nouvelle puce, je vous rappelle, les Snapdragon 8 Elite, ça va donner un sacré niveau de puissance. Maintenant, ça ne va pas être les seuls à le faire. Nous avons les nouveaux Galaxy S25 qui vont arriver début d'année prochaine avec certainement cette puce. Même une version spéciale, ils ont toujours une version spéciale qui est un petit peu plus boostée. Bon, après, l'avantage aussi des ROG Phones, c'est qu'ils tiennent plus longtemps avec le boost maximum parce que l'un des gros problèmes des smartphones, c'est qu'ils surchauffent. Et du coup, même si vous avez la puce la plus puissante au monde, si au bout de 10 minutes, elle est obligée de se brider, ça ne sert pas à grand-chose. Ils ont quelques accessoires toujours, comme d'habitude, donc ça peut être pratique. Il me semble que la taille est similaire, donc en toute logique, les accessoires des années précédentes devraient fonctionner, ce qui est, selon moi, quelque chose que devrait toujours faire Asus, parce que si vous devez changer d'accessoire à chaque nouveau ROG Phone qui sort, ça coûte cher, ça coûte cher. Voilà, là on a le reste des specs. On a même jusqu'à 24 Go de LPDDR5X qui a en final la même quantité de RAM que l'année dernière, il me semble, au maximum. Donc ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Donc ma foi, si vous êtes un gamer sur smartphone, s'ils existent, ou en tout cas un gamer, on va dire, qui a besoin des performances,
peut-être regarder à ce téléphone. Ensuite, pour ceux qui veulent des processeurs Snapdragon X dans leur ordinateur portable, eh bien bonne nouvelle, Qualcomm va bientôt annoncer plus de puces et surtout des puces entrée et milieu de gamme. Ce qu'on attendait pas mal parce que les puces Snapdragon X Elite et X Elite Plus, ou je sais plus leur nom, sont pas mal, mais elles coûtent très cher. Genre un ordinateur avec une puce Snapdragon X Elite, ça coûte limite même plus cher qu'une puce avec qu'un ordinateur avec une puce AMD ou Intel. À ce moment-là, quel est l'intérêt en fait selon moi? Oui, ils sont plus efficaces au niveau énergétique, mais à quel prix? Là, on va enfin avoir des nouvelles puces qui vont avoir notamment 8 cœurs et même jusqu'à 6 cœurs. Donc, en toute logique, vont coûter moins cher à fabriquer. Et de ce qu'on a vu avec les Snapdragon X Elite, notamment, qui ont jusqu'à 12 cœurs par rapport au X Plus, le X Plus en a 10, on a vu que, surtout dans les cas où vous êtes limité de toute façon par la consommation, par exemple un Ultrabook très fin, il n'y avait pas d'énorme différence. Parce que le Snapdragon X Elite, avec ses 12 cœurs, ne pouvait pas profiter de ces 12 cœurs. Il était limité par ce qu'il consomme. Donc, un modèle 8 cœurs et un modèle 6 cœurs pourraient, en théorie, être intéressants pour beaucoup de gens. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? Seul le temps nous le dira. Je vous rappelle que du coup, on a le CES qui arrive début 2025, donc début janvier. Et lors du CES, on va avoir énormément d'annonces, certainement des nouveaux ordinateurs portables, pas juste Qualcomm. Il y en aura pour tout le monde. Et donc, on devrait voir arriver ces nouveaux Snapdragon à ce moment-là. Et donc, on pourra voir s'ils en valent la peine. Moi, j'espère qu'ils vont vraiment avoir des modèles abordables. Alors, il y a un truc qui est bien et puis un autre truc qui est moins bien. C'est que le NPU que vous avez dans toutes ces puces Snapdragon sera le même dans toutes. Donc, même la puce d'entrée de gamme aura le même NPU que dans le plus haut, la plus haute puce. Ça, je suppose que c'est peut-être, on va dire, Microsoft qui a poussé vers ça, parce que du coup, c'est-à-dire qu'ils sont tous compatibles Copilot+, et donc Recall. Mais par contre, le GPU, oui, le GPU, lui, il est moins puissant, les CPU aussi. Et ça, je trouve ça dommage, parce que je comprends encore le CPU, mais le GPU, là, on a une sacrée baisse de performance selon les specs, parce qu'on a 1,7 teraflop par rapport au 4,6 du plus haut modèle. C'est pas du tout le même GPU, et le problème, c'est que comme les GPU, on va dire, de chez Qualcomm sont mal supportés pour le moment dans Windows, les performances sont pas incroyables. Les jeux vidéo tournent, mais c'est pas incroyable. Du coup, diminuer encore plus la puissance sur les modèles d'entrée de gamme, je sais pas si ça va vraiment aider derrière. Donc ça, faudra voir. Mais si c'est bon, si ça tourne bien, si ça fait tourner Windows correctement, que vous pouvez toujours lancer des anciennes applications en les émulant, évidemment, enfin en utilisant le système de Microsoft qui permet de traduire les instructions à la volée, et que les performances sont suffisamment bonnes, pour monsieur tout le monde qui va juste regarder YouTube, regarder ses mails et tout ça, ça pourrait être pas mal, parce que c'est très efficace au niveau énergétique. Donc on pourra avoir des ordinateurs qui durent réellement 15 heures sur la batterie, et qui du coup correspondraient vraiment à des personnes qui veulent juste faire ça avec leur ordinateur. Maintenant, vraiment, la question, ça va être le prix. S'il coûte 400-500 euros, génial. S'il coûte 700-800 euros, j'ai juste envie de dire, prenez un ordinateur avec une puce AMD ou Intel. Oui, c'est un peu moins efficace au niveau énergétique, mais les nouvelles puces sont pas mal efficaces, pas très loin de Qualcomm. Et par contre, derrière, vous n'aurez pas besoin d'avoir un truc qui traduit les instructions à la volée. Vous pourrez lancer des jeux vidéo et arriver à y jouer. Donc, c'est peut-être meilleur. Ensuite, en parlant de meilleur, le meilleur, évidemment, le 9800X 3D, on l'a vu la semaine dernière. Mais le problème, c'est qu'il est cher. Et apparemment, il est encore plus cher, parce que comme il est tellement populaire, il y a tout le monde qui l'achète, ou en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas assez de stock. Et du coup, le prix est en train d'augmenter. Donc, le prix normalement, c'est la première fois que je le vois, mais je ne le savais même pas, mais le prix normalement officiel était de 529 euros. Et maintenant, il est de 542 euros, même sur le site officiel AMD. Parce que oui, AMD a un site officiel où vous pouvez acheter des produits des fois, quand ils sont en stock. C'est très rare, mais ça arrive. Et du coup, il est à 542 euros maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'il a augmenté de prix. Littéralement, AMD est en mode « Oh, il se vend bien !» plus cher. Pour moi, c'est l'exemple parfait de pourquoi les problèmes d'Intel en ce moment ne sont pas une bonne chose pour le consommateur. Parce que si Intel n'arrive pas à rattraper AMD, s'il n'arrive pas à concurrencer AMD pour le même prix, vous allez avoir plus de choses comme ça de la part d'AMD. Je sais qu'on a tendance à se dire « Oh, AMD, il respecte les consommateurs et tout ça », et c'est
Vrai qu'en général, ils sont plus respectueux que Intel ou même Nvidia sur ce qu'ils offrent et on va dire le fait qu'ils rendent beaucoup de choses open source, notamment FreeSync. Vous avez aussi FSR qui est open source. Ils font des bonnes choses comme ça, mais derrière, ça reste une entreprise qui a besoin de gagner de l'argent. Et en tant qu'entreprise qui a besoin de gagner de l'argent, s'ils sont dans une position de monopole, ils vont en profiter. Si leurs produits se vendent très bien ou qu'ils sont même hors stock, ils vont augmenter les prix. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il nous faut plus d'une entreprise pour concurrencer et du coup faire en sorte que les prix chutent ou en tout cas soient beaucoup plus compétitifs. Donc, même si Intel a clairement fait des erreurs, ça on va pas se le voiler, il faut qu'ils se remettent sur leurs pieds, il faut qu'ils arrivent à concurrencer AMD, nous donnent des produits qui sont intéressants pour le prix et surtout qui arrivent à concurrencer ce 9800X3D pour faire en sorte que ce 9800X3D baisse en prix pour nous, pour qu'on puisse l'acheter moins cher. Et ça, ce sera bon pour tout le monde. Alors, je regarde vite fait, je vais faire un guide d'achat de processeurs qui devrait sortir cette semaine-ci normalement, juste pour attendre pour Black Friday d'ailleurs, comme ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent justement chercher le deal. Mais selon moi, déjà, on va regarder le prix, mais le plus intéressant, ce sera toujours, oui, le 9700X, 335 €. Sur Megacom, moi, je peux commander. C'est juste abattable comme valeur. Oui, il est moins performant qu'un 9800X3D, il est même moins performant qu'un 7800X3D, mais à 335 €, on va pas se plaindre. Le 7800X3D aussi a évidemment énormément augmenté de prix et c'est plus le meilleur maintenant. Il est même à un prix qui est selon moi qui n'a aucun sens par rapport à son niveau de puissance. Oui, 480 € à ce moment-là, prenez un 9800X3D. Donc je ne sais pas pourquoi il est à ce prix-là. C'est peut-être des fonds de stock ou autre. Après, en toute logique, AMD continue d'en fabriquer, donc à voir. Et si on regarde le 9800X3D, oui, pas de stock. Ah, techniquement, il est à 539 € chez Coolblue. Même à 569 chez hardware.fr, mais vous ne le trouverez pas. Ah, là, il y a du stock. Powerlab.fr, ils ont en stock. Informax Paris, Informax Paris, il est en stock. Il est réellement en stock. Bon, par contre, il est à 649 €. Ouais, quand quelque chose est très populaire et qu'il y a très peu de stock, tout le monde va augmenter les prix et en profiter. Ça, c'est quelque chose qui arrive systématiquement. J'en profite d'ailleurs avec un mini follow-up du 9800X3D. J'ai vu des vidéos depuis sa sortie, plus de contenu dessus, et notamment des personnes qui sont amusées à l'undervolter. Et visiblement, c'est un processeur qui s'undervolt plutôt bien, au point même que vous pouvez faire en sorte que sa consommation soit beaucoup plus raisonnable et se rapproche beaucoup plus du 7800X3D qui lui est évidemment très efficace au niveau énergétique. Donc pour ceux qui veulent notamment faire des PC Minitix très compacts comme moi, ça pourrait être intéressant de faire ce genre de bidouillage, de manipulation. Bon, après, si vous arrivez à l'acheter à un prix correct. Bonne chance. Et maintenant, pour ceux qui se demandent où sont les autres X3D Ryzen 9000, eh bien, ils arrivent normalement en janvier. Donc oui, AMD a vraiment rush le 9800 X3D, certainement pour couper l'herbe sous le pied d'Intel, alors qu'au final, il n'y avait même pas besoin. Mais voilà, pour juste enfoncer le clou plus loin, ils l'ont sorti en avance. Et ça veut dire que du coup, les deux autres sont retardés. Donc on devra avoir un 9950 X3D, donc un 16 cœurs et un 12 cœurs. Et le truc qu'on attendait, alors c'est une rumeur, ce n'est pas confirmé à 100%, mais c'est quelque chose qu'on se demandait, c'est est-ce qu'il va avoir un cache X3D sur plusieurs CCD? Donc ça, c'est un problème notamment du 7900 X3D que j'ai dans mon PC, c'est qu'il a un cache X3D sur un seul CCD, c'est-à-dire qu'il a un cache X3D sur seulement 8 de ses 16 cœurs. Donc dans certains jeux qui vont utiliser plus de 8 cœurs ou qui vont utiliser les mauvais cœurs, merci Windows, vous n'allez pas profiter de ce cache X3D et des fois avoir moins de performance que par exemple le 9800 X3D ou le 7800 X3D. Mais dans d'autres jeux où par contre ils arrivent à les utiliser, là vous allez avoir un gain de performance. Et dans certains jeux d'ailleurs, le 7900 X3D était plus performant que le 7800 X3D, notamment dû au fait qu'il avait une fréquence plus importante. Donc là, la mauvaise nouvelle, oui, c'est le fait que visiblement, il n'y aura qu'un cache X3D sur un seul CCD sur ces prochains Ryzen 9000. Et donc, malheureusement, ce problème ne va pas être fixé. Et ça, c'est fortement dommage, mais pas très étonnant parce que, encore une fois, AMD n'a aucune raison de faire plus d'efforts parce qu'ils dominent déjà, en fait. Donc, pourquoi s'amuser à sortir un processeur qui va leur coûter plus cher à fabriquer pour le même prix alors qu'ils peuvent le fabriquer pour moins cher et le vendre toujours le même prix? Donc c'est exactement ce qu'ils vont faire. Donc
ça veut dire que c'est quand même une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont besoin de plus de weaker, notamment pour, je sais pas moi, des programmes professionnels. Ben, si vous voulez jouer à côté, ce sera toujours des très bons processeurs, mais dans certains cas, le 9800X 3D sera plus performant et du coup, vous serez en mode « Hey, j'ai acheté le meilleur processeur, mais des fois, c'est pas le meilleur processeur. » Ce qui donne une situation un petit peu étrange, on va dire. Mais bon, un petit peu dommage, mais du coup, ça veut dire surtout que c'est plus facile, ma foi, de faire mon guide d'achat de processeur parce que littéralement, avec cette news-là, on sait que ça ne vaudra pas énormément la peine. Il n'y a que les gens qui auront besoin de ces cœurs en plus qui devront s'orienter vers ces processeurs. Pour les gens qui veulent juste faire du gaming, 9800X 3D ou 9700X, comme je l'ai dit, qui n'est pas trop cher. Ensuite, on parlait d'Intel et ils vont annoncer normalement des nouvelles cartes graphiques très prochainement parce que leur but, ce serait de sortir des cartes graphiques avant l'arrivée des nouvelles cartes graphiques Nvidia et surtout des nouvelles cartes graphiques AMD. Donc ici, on a Amazon qui a littéralement, sans faire exprès, leaké des images de ces fameuses cartes graphiques. Donc vous pouvez voir notamment une ASRock Challenger en B580 et une ASRock Steel Legend en B580. Donc c'est une remplaçante évidemment à la carte graphique de chez Intel qui était la A580. Donc contrairement aux autres marques comme Nvidia ou AMD, oui, le numéro augmente, on va dire. Donc là, si ça avait été Nvidia ou AMD, ils auraient fait une A1100, 1580 ou autre chose, je ne sais pas. Mais là, ce qui a changé, c'est la LED devant. Et ça dépend de l'architecture. Les premières cartes graphiques Intel qui étaient sorties là quelques années maintenant, c'était basé sur l'architecture Alchemist. Donc c'était A pour Alchemist. Ici, c'est Battle Mesh. Donc, on a un B devant le nom, ce qui est tout à fait logique. Donc, ma foi, cette B580, on a aussi quelques specs qu'on peut tirer notamment de la boîte. Et ces specs sont les suivantes. Elle devrait, comparée à la A580 qu'elle va remplacer, elle devrait avoir, on ne sait pas exactement le nombre de cœurs du GPU, ce qui est assez important. C'est pas trop. On sait juste que la fréquence va être plus importante, plus de 2 GHz. On va avoir plus de RAM, 12 Go de GDDR6. Toutefois, la bande passante, ou plutôt la largeur de bus, est plus petite à 192 bits versus 256 bits. Mais la vitesse de la RAM est plus rapide à 19 Gbps comparé à 16. Donc, c'est-à-dire que la bande passante totale théorique est de 456 comparé à l'ancienne carte qui était à 512. Donc, on perd un petit peu ici. Après, tenez compte que la Intel Arc A580, elle ne maximisait pas ces 512 Go à la seconde. C'est juste pas possible. C'est pas une carte graphique qui avait besoin d'autant de bande passante mémoire. Donc, je ne crois pas que ça devrait être un problème. Un truc qui est un peu fâcheux par contre, selon moi, c'est le fait qu'ils sont passés à un slot PCI Express 5.0 x 8 au lieu d'un 4.0 x 16. Et c'est le x16 qui est important parce que si vous mettez une carte graphique en PCI Express 5.0 x 8 dans un slot PCI Express 4.0, elle va toujours fonctionner en x8. Alors que oui, vous avez 2 fois moins de bande passante. Donc ça, c'est assez dommage. Et ça pourrait limiter l'intérêt de mettre une de ces cartes dans un ancien PC qui a du coup une ancienne technologie, mais toujours un slot x16. Et ça, pour moi, c'est toujours discutable quand ils font ce genre de choix. Mais bon, peut-être que ça réduit le prix aussi. Du coup, ces nouvelles cartes B580 ne seront pas les seules en toute logique. Donc, comme j'ai dit, Intel vise à certainement, il y a des rumeurs, alors on ne sait pas, il y a des rumeurs comme quoi ils pourraient les annoncer même pour Black Friday, ce qui serait assez étonnant. Et il y a des rumeurs comme quoi ils veulent les annoncer en décembre. Quoi qu'il arrive, leur but serait certainement de les annoncer avant les grosses annonces de chez Nvidia, chez AMD, pour essayer de que les gens parlent un petit peu d'eux, tout simplement, et qu'ils arrivent à se mettre sur le marché en premier avant tout le monde. Ce qui est tout à fait, on va dire, logique comme stratégie, parce que ça fait aussi longtemps qu'ils travaillent sur ces cartes. Du coup, ces cartes graphiques, du coup, pourraient sortir à quel prix, pour ceux qui se demandent. Mais je vous rappelle que les A770 et A580, à l'époque, étaient sortis à 400, plus ou moins 400 € et 300 €. Donc, en toute logique, ils devraient avoir des prix similaires à la sortie. Maintenant, vous pouvez les trouver pour moins cher, évidemment, mais en toute logique, ils devraient plutôt sortir au prix qu'ils avaient sorti les anciennes à la sortie. Donc, ce serait, oui, certainement 400 € pour une B, du coup, 770. Et la B à 580, elle serait vendue vers 300 €. Ce qui la met en concurrence avec la 4060 et la 7600. Et en toute logique, si Intel a bien fait ses devoirs et ils ont fait leurs devoirs avec notamment les drivers, là on n'est plus à l'époque des premières cartes graphiques
où elles étaient intéressantes, mais les pilotes étaient juste bancals et il y avait certains jeux qui ne marchaient pas. Maintenant, il y a beaucoup plus de jeux qui fonctionnent plutôt bien et ils ont même aussi rajouté des meilleures façons de supporter des anciens jeux en DirectX 9 et DirectX 10. Donc, on a des drivers qui sont beaucoup plus matures et du coup, s'ils arrivent à sortir une carte graphique qui est plus puissante que ce que offrent AMD et Nvidia pour le même prix, franchement, ils pourraient être plutôt bien. Surtout qu'ils visent ici le marché milieu de gamme, hein, je rappelle, un petit peu comme AMD va le faire. Donc, on pourra avoir vraiment des cartes graphiques intéressantes. Maintenant, il faut juste voir si Intel est suffisamment sérieux pour continuer là-dessus. Ça, c'est à voir. Je rappelle aussi que leurs cartes graphiques sont techniquement... Alors, le GPU est fabriqué par TSMC, donc tout comme les anciens Intel Arc. Donc, c'est pas eux qui les fabriquent eux-mêmes dans leur usine. Enfin, en tout cas, dans leur fab. Ils ne font pas le GPU eux-mêmes. Après, évidemment, ils l'assemblent certainement dans une usine derrière. Mais c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont moins de marge sur le prix et tout ça, mais c'est-à-dire aussi qu'elles sont peut-être plus efficaces au niveau énergétique qu'elles seraient avec leur propre méthode de fabrication, ce qui est en réalité une bonne nouvelle. Donc on verra bien ce qu'elles vont donner. On ne sait pas trop, franchement. Une chose est sûre, les drivers seront certainement beaucoup plus stables que les A770 et A580 à leur sortie, ce qui devrait largement aider à mettre en avant ces cartes graphiques. Maintenant, il faut juste qu'elle soit assez performante et surtout à un bon prix. Et enfin, en parlant de carte graphique, on a une carte graphique qui se montre un petit peu, et c'est cette fameuse RX 7800M. Alors, il y a des rumeurs comme quoi AMD va évidemment faire des 8000M, notamment peut-être avec les nouveaux ordinateurs portables qui vont être annoncés début 2025. Mais en attendant, vous avez du coup un produit qui était sorti avec une RX 7800M, et on a enfin pu voir un peu les performances. Et bon, en réalité, elle n'était pas trop mal, au point même qu'on pourrait se demander hey AMD, pourquoi vous ne l'avez pas sorti en fait? C'est juste stupide. Parce que si vous regardez dans des tests, ce One X GPU, qui est donc fait par normalement One X Player, voilà, ce One X GPU, vous pouvez voir qu'il a un score en USB 4.0 parce que c'est un GPU externe, donc ça diminue encore plus ses performances. S'il était intégré directement dans un ordinateur portable, il sera encore plus performant. Mais en USB 4.0, en fonctionnement à 120 watts, vous avez un time spy de 12 970 et on peut voir aussi un petit peu de FPS dans différents jeux. Et on peut voir qu'elle est, dans certains jeux, meilleure qu'une 4060 qui consomme la même chose, mais c'est en USB 4.0. Si on passe avec un connecteur au cooling, parce que ce GPU externe a deux types de connecteurs, vous avez de l'USB 4, donc Thunderbolt, et de l'O-Cooling, qui est un connecteur spécial qui est libre, tout le monde peut vraiment l'utiliser et qui donne beaucoup plus de bandes passantes pour faire justement fonctionner des GPU externes. Vous pouvez avoir jusqu'à 64 Go à la seconde, si je me souviens bien, comparé aux 40 Go d'USB 4.0. Donc là, la carte graphique est moins limitée et à 120 watts toujours. Vous pouvez voir que là, elle dépasse sans problème la 4060. Donc là, franchement, je me dis, elle est vraiment pas mal cette 7800M, au point même que si AMD l'avait sortie, ils auraient pu clairement faire des ventes au niveau ordinateur portable. Surtout que je rappelle le fait que la semaine dernière, j'ai montré le Steam Chart avec les cartes graphiques les plus populaires, et la 4060 était dans ce top 10 des cartes graphiques sur Steam. Donc pourquoi vous n'avez pas sorti AMD dans des ordinateurs portables? Je ne comprends pas des fois la stratégie marketing d'AMD. Peut-être qu'ils n'avaient pas assez de fabrication, ils n'avaient pas assez de GPU fabriqués par TSMC. Peut-être, mais en attendant, ça aurait pu être une très bonne carte graphique pour les ordinateurs portables. Et si vous la passez à 180 watts, elle a encore plus de performance. Après, dans les jeux, ça ne semble pas aider beaucoup, donc 180 watts est certainement pas... Enfin, ça aide un peu plus si on regarde en Oculus, parce qu'évidemment, l'Oculus a moins de limites. Mais même si vous avez un gain de performance, je pense que 180 watts est peut-être un peu abusé. Je pense que c'est plus une carte qui devrait tourner à 140, 150 watts maximum. Et ça permettrait de la mettre dans pas mal d'ordinateurs portables assez fins où la 4060 est déjà présente. Et aussi la 4070. Mais bon, malheureusement, on l'a seulement sous cette forme-là d'un GPU externe qui sera certainement la seule forme qu'on aura. Parce que, encore une fois, les RX 8000 vont arriver. Mais c'est prometteur pour les RX 8000 parce que on sait qu'AMD peut faire une carte graphique efficace au niveau énergétique qui donne des bonnes performances dans un ordinateur portable. C'est juste que ils n'en sortent pas. Et c'est ça qui est dommage.
On a juste eu une RX 7600 et puis c'était tout, quoi. On n'a pas eu d'autres vraiment modèles intéressants. Il y a une 7900M qui est sortie dans un seul ordinateur de chez Alienware, si je me souviens bien, et puis c'était tout. Donc AMD, si vous voulez vraiment, encore une fois, le pire ennemi d'AMD, je le redis toujours, le pire ennemi d'AMD, c'est eux-mêmes. C'est vraiment ça. Surtout au niveau graphique, c'est eux-mêmes leur pire ennemi. Ils se tirent des balles dans les pieds en permanence. Donc si vous voulez capturer le marché, si vous voulez vraiment augmenter les parts de marché AMD, comme vous l'avez cité, en disant que vous allez seulement sortir des RX 8000 milieu de gamme, eh bien, complétez votre gamme milieu de gamme. Essayez d'inonder le marché du milieu de gamme et surtout, du coup, des ordinateurs milieu de gamme. Allez voir le top 10 de Steam des cartes graphiques les plus populaires et sortez une carte graphique qui concurrence chacune de ces cartes qui est encore en vente. Et là, éventuellement, on pourra dire, OK, là, vous avez vraiment fait des efforts et maintenant, peut-être que vous allez prendre des parts de marché. Mais bon, ça reste AMD, donc on verra bien. Je trouve ça quand même incroyable, la différence entre les CPU AMD et les GPU AMD. Genre, les CPU AMD, ils sont en mode, wow, on est les meilleurs. Les GPU AMD, ils sont en mode, hey, on est plus performant selon le prix, mais par contre, il ne faut pas activer le ray tracing. Aussi, ouais, FSR, c'est un peu flou des fois. Ça pourrait être mieux quand même. C'est quand même incroyable de voir la différence entre les deux. C'est la même entreprise, quoi. Pourquoi il y a autant de différence entre les deux parties de cette entreprise? Je ne comprends pas des fois, franchement. Peut-être qu'ils devraient prendre les gens qui gèrent les CPU et essayer de les intégrer à la division CPU. En tout cas, les gens qui gèrent la stratégie, je sais pas. Pas les gens qui font le marketing, par contre. Parce que ça, il faut le dire, AMD, ils ont des problèmes marketing, que ce soit au niveau CPU et au niveau GPU. Ça, c'est aussi leur gros problème. Donc, ouais. Ma foi, dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera début 2025 lors du CES si AMD va annoncer des nouvelles RX 8000 mobiles. Et aussi des RX 8000, ça on verra bien. Et du coup, sur ce, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.